Donc la dernière fois, on a parlé des droits d'accès. Lorsqu'on tape la commande ls-l, on voit ce genre de code qui est composé de 4 parties. La première partie, c'est ça. Soit on trouve moins, soit on trouve D. Si vous trouvez moins, ça veut dire qu'il s'agit d'un fichier. Si vous trouvez D, ça veut dire que c'est un répertoire. Ensuite, il y a 3 triplés. Le premier triplet concerne les droits d'accès pour l'utilisateur propriétaire du fichier. Le deuxième triplet concerne les droits d'accès pour les utilisateurs du même groupe que l'utilisateur propriétaire. Et le troisième triplet concerne les autres utilisateurs qui ne font pas partie du groupe de propriétaires. OK? Voilà, on a vu aussi la commande chmod pour modifier les droits d'accès. On a vu ce genre de code. D'accord? Pardon, ce genre de code pour modifier. Hein? Voilà, c'est ça. Donc on a vu ce genre de code pour modifier les droits d'accès. Ok, on continue maintenant. Alors là, on va parler aussi de d'autres commandes, comme par exemple la commande shown et la commande change group. Alors, juste ce que j'explique maintenant, c'est juste les choses que l'on va voir dans l'examen. Donc, ce que je n'explique pas sur les vidéos, ça veut dire qu'elle sera exclue des examens. Alors, on a deux commandes, la commande shown et la commande change group. Alors, la plupart des étudiants font la confusion entre ces deux commandes, où la commande shown permet de changer le propriétaire d'un fichier. Ça veut dire, si le fichier appartient à monsieur X, il devient appartient à monsieur il devient à monsieur Y. D'accord? Alors, encore, il y a des confusions, d'autres confusions. C'est que il y a des étudiants qui confondent encore entre shown et chmod. D'accord? On a déjà fait la commande chmod qui permet de modifier le groupe d'un fichier. D'accord? Pardon, le groupe d'un utilisateur, c'est pas d'un fichier, le groupe d'un utilisateur. Ça veut dire, on peut mettre un utilisateur X dans un groupe Z, par exemple. Mais quand on parle de shown et change group, là, on parle des fichiers, on ne parle plus des utilisateurs. D'accord? Donc, shown permet de changer le propriétaire d'un fichier. Donc, il sera appliqué sur les fichiers. Et pour change group, permet le changement de groupe pour les fichiers ou répertoires cités. Donc, vous avez un fichier et vous voulez changer le groupe de ce fichier. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, on utilise change group. Et là, toujours, je parle d'un fichier. Et pour changer seulement l'utilisateur, on utilise shown. Donc, il y a une syntaxe simple pour change group. Alors, pour changer le groupe d'un fichier, on écrit change group. Bien sûr, il y a quelques options à ajouter, comme -r par exemple. Pour changer l'autorisation sur les fichiers qui sont dans les sous-répertoires du répertoire en question, ça veut dire vous voulez changer le groupe d'un dossier. Et ce dossier contient lui-même des fichiers et des dossiers. Si vous voulez que ce changement de groupe soit fait pour le dossier écrit ici et même les sous-dossiers, là on écrit -r, l'option -r. Et pour -c, c'est tout simplement changer l'autorisation pour chaque fichier. Donc là, on va vous demander pour chaque fichier si vous voulez changer l'autorisation ou non. D'accord. Aussi, on a la commande shown. Et là, on écrit toujours la même chose. On peut ajouter -r hein, pour inclure les sous-répertoires et les sous-fichiers. On écrit l'utilisateur de point groupe. Et ensuite, le fichier ou bien plusieurs fichiers séparés par virgule. Donc,
Rappelez-vous de ce que nous avons déjà expliqué la dernière fois. On a créé 3 utilisateurs. User 1, User 2 et User 3. User 1 appartient au groupe informatique. D'accord? User 2 appartient au groupe informatique et le groupe maths. Et le troisième utilisateur, User 3, il a son propre groupe. Il ne fait pas partie des autres. Donc, d'accord. Alors, on va maintenant revenir vers la pratique et ouvrir, comme d'habitude, le terminal. Voilà. Alors, on est où maintenant? On est sur User. D'accord? Ça, c'est l'utilisateur administrateur de mon système. Ce n'est pas le super administrateur, c'est juste l'administrateur de son compte. Hein? Ou bien les comptes qui va les créer lui-même. Donc, j'accède en tant que user 1 avec le mot de passe 1, 2, 3 qu'on a déjà fait la dernière fois. J'accède au dossier personnel de cet utilisateur et j'appelle ls. Alors, dans ls, je trouve, avec ls, je trouve qu'il y a un dossier qui s'appelle rep. Et lorsque vous mettez ls-l, vous voyez quoi? Vous voyez que rep est un dossier, d'accord, qui appartient à user 1. Donc, user 1, c'est l'utilisateur propriétaire. C'est lui qui possède le dossier. User 1 appartient au groupe info. D'accord? Alors, regardez, maintenant, on va changer le propriétaire de rep. Sinon, on peut même accéder au fichier, ça sera mieux. ls-l. Voilà. File appartient à user 1 qui fait partie lui-même de info. Alors, pour changer, on fait quoi? Shown. D'accord? Et on écrit le nom de l'utilisateur. Voilà. Le nom de l'utilisateur, groupe. Si vous voulez aussi changer le groupe. Alors, tout simplement, si vous voulez que file devient un fichier de user2, il suffit de mettre user2 et écrire file. Tout simplement. Entrée, qu'est-ce qu'il a dit? Modification du propriétaire de file, opération non permise. Pourquoi? Hein? Donc, il faut peut-être ajouter sudo. 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça marche. Ok? Maintenant, avec ls-l, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que user2, hein, c'est lui maintenant le propriétaire de file. Il y a peut-être une question. Oui, c'est ça, sudo. Ok. Parfait. Alors, on continue. Toujours de la même façon. Et alors, j'ai dit quoi? J'ai dit... j'ai changé maintenant le propriétaire. Maintenant, pour changer le groupe, je peux tout simplement écrire shown user 1 math. N'oublie pas pseudo. Regardez, je ne sais pas maintenant si user 1 appartient au groupe math ou non, sincèrement, mais je vais voir après. Shown opérand manquant après. Ah, j'ai oublié le file. Oh non, c'est pas ça. C'est file avec E. Donc, quand je mets ls-l, je vois quoi? User 1 math. Si vous voulez voir les détails, user 1 appartient à quel groupe? Il appartient au groupe info. Mais il n'appartient pas au groupe maths. D'accord? Alors, maintenant pour file 1. File 1 maintenant devient, on a changé le propriétaire de ce fichier. D'accord? Si vous voyez ls, -l,
Vous voyez maintenant qu'il appartient à user 1 et appartient aussi au groupe math. D'accord? Parfait. Alors, sans trop tarder, nous allons... Donc, l'essentiel ici, c'est shown. Hein? Pour change group, alors on peut même changer le groupe avec, avec shown. Bien sûr, avec 2 points et on écrit math par exemple. On peut même écrire comme ça. Info. Voilà. Et laisse-moi L. Et voilà, ça devient info. D'accord? Donc ça pourra jouer le même rôle. Parfait. Alors voilà, c'est généralement ce qu'il fallait retenir. Mais on a un autre problème. On a un autre problème. C'est quoi? Regardez, j'explique. Par un schéma. Maintenant, supposons qu'on a un utilisateur U1. D'accord? Un utilisateur U2 et un utilisateur U3. On a aussi user U4 et user U5. Voilà. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi le problème? Supposons qu'on a maintenant un fichier file f qui appartient à user 1. Et on sait déjà que ces 3 utilisateurs appartiennent au même groupe, G1. D'accord? Et ces 2 appartiennent au groupe G2. Ok? Alors je suppose maintenant que je sais que U1 c'est le propriétaire de F. Et peut-être U4 a demandé de U1 pour qu'il lui donne la permission d'accéder à F. Donc nous voulons que U4 accède aussi à F. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, la seule solution, c'est de mettre U4 dans le groupe J1. C'est ça. Donc maintenant, U4 devient dans 2 groupes, dans G2 et J1. Ok? Mais supposons maintenant que F, dans U1, a tous les droits pour F. D'accord? Tous les droits. Et U1 veut donner aussi tous les droits à U4. Je répète. U1, il a read, write et X pour lui-même. Pour les autres, les 2 autres, ils n'ont que read et X. Ça, c'est pour les membres du groupe. Pour les autres, ça veut dire ceci, n'ont le droit que de X. Ok? Donc, U4 vient chez U1 et lui demande de lui donner le droit d'écriture. Ou bien peut-être U1 a besoin que U4 pour qu'il fasse la modification, quelques modifications dans le fichier F. Donc si U1 met U4 dans le même groupe, il va
appliquer RWX à tout le groupe. Mais non, lui, il ne veut que seulement le U4, c'est le seul qui possédera les mêmes droits que le propriétaire. C'est la seule personne. Oui, Hasna, vous avez dit donner le droit d'accès au U4. Alors, quels sont les droits d'accès à U4? RWX. Mais regardez, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu une manière pour donner le droit d'accès à un utilisateur spécial. On donne les droits d'accès pour le propriétaire, pour son groupe et pour les autres. Ça, ce sont les 3 niveaux de sécurité qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, il n'y a que 3 niveaux de sécurité. Ce qu'on a vu. Ok? Donc, faites attention, c'est un problème. Alors, c'est pour cela qu'on doit aller voir une autre chose. Ce qu'on appelle les ACL. Rapidement. Alors, il y a deux commandes, ou bien il y a ce qu'on appelle les ACL. Alors, tout d'abord, c'est quoi ACL? C'est ça, ce que je vais expliquer maintenant. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, si votre système de fichiers est de type ext4, donc normalement, les ACL sont supportés et activés. Mais nous ne pouvons toujours pas les modifier. Pour cela, nous devons installer le paquet ACL, qui comporte les 2 commandes nécessaires pour cette modification. Alors, l'ACL, c'est quoi? C'est comme un package que l'on installe sous Unix. Mais généralement, si vous avez un système de fichiers ext4, et pour le moment, presque tous les systèmes Linux supportent les ACL, d'accord? Donc, c'est pas la peine même de chercher. Si c'est ancien un petit peu. Mais au cas où il n'y a pas d'ACL, on tape la commande apt-get install ACL. Et ça, c'est la commande qui permet de télécharger, d'installer et télécharger et installer. D'accord, on a 2 commandes essentielles. On a set file ACL et aussi get file ACL. D'accord? Ça, c'est pour donner l'autorisation à un seul utilisateur parmi plusieurs. Et ça, c'est pour renvoyer les droits d'accès d'un utilisateur. Alors, voyons un exemple. Comment utiliser set FACL. Alors, set FACL avec -m, et m signifie modify. On modifie les ACL d'un fichier au répertoire. D'accord? Alors, on donne quoi après -m? Qu'est-ce qu'on donne? On donne U, utilisateur, permission, et ensuite on donne le nom de fichier. Alors, à la place de M, on peut mettre X pour faire quoi? Pour supprimer les entrées ACL. D'accord? -B pour supprimer toutes les entrées ACL. Et -R récursif pour l'application des ACL de façon récursive. D'accord. L'essentiel ici, c'est que on doit savoir comment utiliser -m, -x et -b. Ça, ce sont les 3 les plus importants. Et pour getIfACL, on utilise tout simplement getIfACL. Et s'il y a des options, on peut les utiliser. Et ensuite, fichier. Alors, voilà un exemple. getIfACL. Fichier A. Qu'est-ce qu'on a? On a fichier 3. D'accord? L'owner, c'est qui? C'est SMI1. Son groupe, c'est ça. Et ça, là, on trouve les droits d'accès. D'accord? Ok. Alors, on va voir maintenant comment modifier les droits d'accès directement. Alors, toujours avec ls-l,
qu'est-ce qu'on a? On a le fichier file qui appartient à user 1 du groupe info. Vous savez déjà que user 1 et user 2 font partie du même groupe. Mais user 3, il n'a même pas le droit de voir file. Alors, on va voir. On va accéder en tant que user 3, comme on a fait la dernière fois. OK. Donc, si vous voulez, on peut mettre ici ls-l. Qu'est-ce qu'on a dit? Impossible d'ouvrir le répertoire. Permission non accordée. D'accord? Donc, c'est comme si on ne peut pas, même pas ouvrir le contenu de rep. Pourquoi tout cela? Parce que si vous voyez, ici cd deux points, lorsqu'on revient ls-l, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les autres n'ont aucun droit sur rep. Les trois attirés. Donc les trois privilèges attirés. D'accord? S'il vous plaît, essayez de fermer vos micros et de les activer lorsque vous voulez parler. D'accord? Parce que ça dérange un peu. Ok, parfait. Maintenant, j'ai dit quoi? J'ai dit... on disait quoi? Ah, voilà, c'est ça. Donc rep, on ne peut faire aucune action. D'accord? Aucune action pour le dossier rep. Ok? C'est bon. Alors maintenant, nous allons donner le droit pour user 3. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez aussi? Vous remarquez que les membres de mon groupe, ça veut dire user 2, ne peut pas créer un fichier ou bien un dossier dans ce répertoire. D'accord? Donc, j'exit et j'entre en tant que user 2. Voilà, je suis à l'intérieur du répertoire. Si vous voulez touch fichier, il dit que vous n'avez pas la permission. Donc, pourquoi user 2 n'a pas pu créer un fichier à l'intérieur de rep? Parce que user 2 n'est pas le propriétaire, tout d'abord. Il fait partie du même groupe que le propriétaire. OK? Et les membres du groupe du propriétaire n'ont le droit que de lire, seulement lire. N'ont pas le droit de modifier. Et créer un fichier à l'intérieur de rep, ça veut dire modifier rep. D'accord? OK. Alors, je reviens maintenant pour donner les droits d'accès. Alors là, je peux utiliser, je reviens tout d'abord vers user 1. Exit. OK. Et maintenant, je mets set facl avec -m. Mais tout d'abord, pourquoi ne pas mettre get facl pour rep. Je dois sortir de rep tout d'abord. Voilà. Alors get facl rep. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le dossier rep appartient à user 1 au groupe info. Et pour le user, ça veut dire l'utilisateur principal ou bien propriétaire, il a tous les droits. Pour le groupe, non le droit que de lire. Et pour les autres, non aucun droit. Alors, je vais modifier ça avec set facl. Avec set facl, je mets -m. Et ensuite, je mets u pour user.
et je mets user 3. Et ensuite, je peux mettre les permissions. Je peux dire par exemple RW tiré. Pour quel rep? Pour rep 1. D'accord. Pour le dossier rep. Entrée, ça marche. Maintenant, si vous revenez à getFACL, qu'est-ce que vous allez voir? Voilà. Toujours, les autres n'ont aucun droit. Le groupe a toujours le droit de lecture seulement, n'a pas le droit de modifier. Mais le propriétaire, toujours, c'est RWX, tous les droits. Mais pour l'utilisateur 3, maintenant, il peut modifier le dossier. Alors, pour tester, je dois accéder en tant que user 3, 1, 2, 3, 4. Et où suis-je maintenant? À l'intérieur de dossier personnel. Avec ls, je dois voir rep. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accéder à rep. Ah, toujours, il m'a dit que vous n'avez pas la permission d'accéder à rep. Ah, oui. J'ai pas donné le droit X. C'est ça. Donc, je dois revenir ici encore une fois pour donner ici X. Pour que je puisse accéder au dossier. Voilà. Maintenant, SU user 3. LS, voilà, c'est rep. Et finalement, où est la commande? Oui, c'est des reps. Voilà, maintenant, vous avez remarqué que ça marche. Donc, j'ai pu maintenant accéder. Mais est-ce que user 3 peut créer un fichier dedans? Je vais essayer. Touch, fichier. Oui. Avec ls, donc on peut voir maintenant qu'on a deux fichiers, file et fichier. Donc, cela veut dire que maintenant, user 3, c'est quoi son groupe? ID user 3, il appartient au groupe PC. D'accord? Il n'appartient même pas au groupe info. D'accord? Et aussi ls-l. Dans quoi? Dans le cofile, ou bien j'ai appliqué toutes les choses à rep. Avec ls-l, qu'est-ce que je peux voir pour rep? Il appartient à user et au groupe info. Mais, et aussi pour les trois tirés, ça veut dire que les propriétaires, ça veut dire les autres, qui n'appartiennent pas aux membres du groupe, n'ont pas le droit de modifier. Oui, ils n'ont pas le droit de modifier. Ça, c'est sûr. Mais, vous voyez ici un petit plus. Le plus signifie que, avec ces droits, il y a des exceptions gérées par la CL. Et c'est quoi ces exceptions? C'est ce que je vais voir avec getFACL rep. Et voilà, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir les données, bien l'owner, bien le propriétaire de user 1, son groupe, et le droit pour le propriétaire, et finalement user 3 qui possède tous les droits. Voilà. Alors, parfait. Je pense que ça, c'est la dernière chose qu'on doit voir ici. Alors, s'il vous plaît, juste j'applique tout d'abord moins x. Et moins x permet de faire quoi? Permet tout simplement de supprimer quoi? Voilà, comme le montre ici. Supprimer les entrées ACL. Et moins b, supprimer toutes les entrées ACL. La différence, c'est quoi? C'est que ici, avec moins S, on supprime les entrées ACL pour SMI1.
seulement pour 6 utilisateurs, avec X. Hein. Ça veut dire que SIMI1, si on a lui donné déjà des privilèges avec ACL, on pourrait bien les supprimer avec -X. Mais si on a donné des privilèges ACL pour plusieurs utilisateurs, et nous voulons supprimer l'ACL carrément, pour tous les utilisateurs, on utilise l'option -B. D'accord, ça c'est la fin du chapitre 4. Et on passe maintenant au chapitre 5, qui concerne la gestion des processus sous Linux. Alors c'est un chapitre rapide, hein. On pourra même terminer aujourd'hui. D'accord. Et là, si vous voyez bien, il fallait savoir que là, on va gérer les processus. C'est quoi un processus tout d'abord? Vous avez un programme. Un programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions écrites avec un langage de programmation. Ça veut dire que vous pouvez lire le programme et vous pouvez le comprendre. Pour un processus, c'est quoi? C'est un programme en cours d'exécution. Ça veut dire, lorsque vous avez cette situation-là, que je vais supprimer d'abord ça. Ok. Vous avez tout d'abord quoi? Vous avez deux intervenants. Vous avez le microprocesseur. Voilà, c'est ça. Et vous avez la RAM. Et vous avez le disque. Voilà, le disque dur. Alors, c'est à l'intérieur du disque dur qu'on trouve le bureau, mes documents et tout ça. Alors, vous avez un fichier, je ne sais pas comment il s'appelle P. Programme écrit en langage C. D'accord? P.C. Programme.c. Alors, ce que vous pouvez lire ici, c'est un programme. Dès que vous double-cliquez sur le fichier, c'est pas toujours double-cliquer, c'est tout d'abord compiler, hein, compiler et exécuter. D'accord? Alors, exécuter. Voilà, avec exec. On prend ce programme et on le met à l'intérieur de la RAM. Voilà. On a un ensemble d'instructions. 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors, le processeur, à chaque fois, prend une instruction et l'exécute. Il renvoie bien sûr un résultat. Toujours dans un autre bloc mémoire RAM. Ok? Donc, je répète, le processeur, à chaque fois, il prend les données. Ça, c'est un schéma très très simplifié parce qu'à l'intérieur, il y a des registres, il y a toute une histoire que vous allez voir dans S4, dans le deuxième cours de système d'exploitation. Alors, si le programme est toujours au niveau du disque dur, ça s'appelle un programme. S'il monte vers le niveau RAM et processeur, ça s'appelle un process. Voilà. Donc, un processus, c'est quoi? Tout simplement, c'est un programme en cours d'exécution. D'accord? Je répète, c'est quoi un processus? C'est tout simplement un programme en cours d'exécution. Ok. Parfait. Alors, je reviens. Alors, chaque programme en cours d'exécution, bien chaque processus, possède quoi? Possède un process ID. D'accord? Et aussi, il possède un PPID. Ça veut dire le process, ou bien parent process ID.
Parce que chaque processus, normalement, est lancé par un autre. L'autre processus qui a lancé le nôtre s'appelle le processus parent. On a aussi le numéro de l'utilisateur et le numéro du groupe qui a lancé le processus. On a aussi la durée du traitement et la priorité. On a aussi le répertoire de travail actif et ainsi de suite. Il y en a encore plus. Alors, un processus, il a combien d'états? Généralement, il a trois états, mais en fait, on peut compter tous ces états-là. Alors, tout d'abord, lors de la création d'un processus, lorsqu'il se trouve sur la mémoire RAM, il s'appelle un processus prêt. Lorsqu'il est au niveau de la mémoire RAM, je répète, il s'appelle un processus prêt. Avec un algorithme d'ordonnancement que vous allez voir dans S4, on peut prendre le processus et le mettre à l'intérieur du microprocesseur pour qu'il soit en exécution. D'accord? On peut dire que le processus maintenant est en exécution. Donc, après l'exécution, il y a trois cas possibles. Soit le processus est arrêté, soit est suspendu, soit terminé. D'accord? Je répète, cette chose-là, vous allez la voir en S4, en détail. Alors, suite à une réception de signal, par exemple le signal kill pour tuer le processus plutôt, on peut tuer le processus pour qu'il devienne soit fin, soit arrêté. D'accord? Donc, je répète, soit il est arrêté, mais même s'il est arrêté, il pourra revenir à l'état près, suite aux signaux. Donc, vous allez voir les signaux au 4e semestre. Ou bien, suite à une demande d'entrée-sortie, par exemple, si le processus est en cours d'exécution. Mais soudain, l'utilisateur a branché une clé USB. Donc, cette clé USB s'appelle une clé plug and play. Ça veut dire, automatiquement, le pilote doit détecter qu'il y a une clé et doit aussi envoyer un petit processus vers le microprocesseur. Ça s'appelle une interruption matérielle. Donc, cette interruption matérielle est prioritaire. Donc, c'est pas arrêter, mais c'est juste suspendre le processus en cours pour que le matériel puisse utiliser le microprocesseur. Et à la fin que le matériel termine l'utilisation du microprocesseur, donc le processus pourra revenir vers l'état prêt et ensuite revenir vers l'état en exécution. Il nous reste quoi? Il nous reste que le processus zombie. Alors, en fait, c'est quoi un processus zombie? Je vous explique en détail, toujours avec un schéma. Alors, c'est une question qui se pose dans les concours, surtout le concours de notre master. Généralement, on trouve cette question-là. Alors, c'est quoi un processus zombie? Vous avez déjà P1, c'est le processus parent. Alors, le processus parent a créé un autre processus P2. Donc, on peut dire maintenant que P2, c'est le fils de P1. Donc, ce qu'il fallait savoir est que dans notre système d'exploitation Linux, il y a ce qu'on appelle une table d'allocation des processus. Bien, une table de processus qui contient quoi? Un ensemble de lignes et de colonnes, comme ça. Et on peut trouver ici P1. P1 existe dans, par exemple, l'adresse OX. J'écris juste des chiffres dans l'adresse 1. Alors, P2 existe dans l'adresse 5. Alors, l'adresse où
l'adresse au niveau de la mémoire. D'accord? Je répète, c'est l'adresse au niveau de la mémoire. Ça, c'est P2. Et supposons que P2 lui-même a créé un autre processus P3. Voilà. P3 qui existe dans l'adresse 9. Et ainsi de suite. Hein? Ok. Tout marche bien, aucun problème. Le système d'exploitation sait déjà qu'on a seulement 3 processus qui s'exécutent. Aucun problème. Donc chaque processus a son adresse au niveau de la mémoire. Donc au niveau de la mémoire, que voit le système? Il voit qu'il y a des adresses comme ça. Ça, c'est l'adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, supposons qu'on a seulement 9 adresses. Hein. Alors, que voit le système? Il voit que l'adresse 1 est déjà occupée. Il voit aussi que l'adresse 2, l'adresse 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'adresse 5 est déjà occupée. Et finalement, l'adresse 9 est déjà occupée. Normalement, c'est ce que voit le système. Pourquoi faire tout cela? Parce que, supposons que P3 lui-même a créé un P4, on doit aller vers la mémoire et trouver une case vide, par exemple celle-là, et la réserver pour P4. Et comme ça, je peux écrire P4 dans l'adresse numéro 2. OK? Alors maintenant, qui est le responsable de tous ces fils-là? C'est ça. Parce que c'est lui qui a créé tous ces fils. Alors maintenant, supposons que P1 a été arrêté brutalement. D'accord? A été tué. Je l'ai tué, ça veut dire a été arrêté brutalement. Donc il y a deux types d'arrêt. Il y a l'arrêt doux et l'arrêt brutal. D'accord? Donc l'arrêt doux, ça veut dire l'arrêt en arabe hnin, hein? Ça veut dire doucement. L'arrêt doux, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'arrêter P2, d'accord? Et d'informer P1 que P2 a terminé. Soit il termine normalement, soit on l'arrête. L'essentiel, si on informe le parent que son fils n'aura pas d'existence, automatiquement, le parent demande au système d'exploitation, d'accord, d'effacer son fils min al-hala al-madaniya. Ok? Voilà. Donc il a dit, c'est ça l'appel, le cahier civil, c'est ça. C'est le cahier civil de ce parent. Donc si, je répète, si on arrête ou bien si P2 est tué ou bien arrêté d'une façon normale, donc P1 est informé par ce fait-là, et P1 va informer le système d'exploitation de supprimer cet élément. Et donc, on peut, ici, au niveau de la mémoire, on peut libérer la mémoire. D'accord? Ok. Maintenant, le cas contraire. Si on arrête P2 d'une façon brutale. Donc, brutalement, P2 ne se termine plus.
Parce que, regardez, lorsque vous écrivez un programme en langage C, généralement, vous mettez quoi à la fin? Return 0. N'est-ce pas? Alors, cela veut dire quoi, return 0? Return 0 veut dire que on a terminé avec succès. Oui, on a terminé le programme avec succès, sans aucun problème. Donc, si P2 termine avec 0, donc P1 informe la table des processus pour qu'elle supprime P2. Mais si on n'a pas encore arrivé à return 0, ça veut dire peut-être P2 n'a pas terminé son exécution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? P2 ne termine plus et ne renvoie pas de retour vers son parent. Son parent va croire que son fils est toujours vivant. D'accord? Et ça arrive même aux êtres humains. Alors, شي واحد ولدو كيمشي لبرا. Hein? كتقطع عليه الخبار. D'accord? C'est ça. Donc P2, bien P1, n'a pas le droit d'aller vers le système et lui demander de supprimer mon fils. D'accord? Alors regardez, les processus sont trop justes. Ouais, mais pour les êtres humains, même si c'est pour c'est ça. Alors, c'est pas grave. Alors, mais pour les processus, ils sont justes. S'il ne reçoit pas de signal depuis son enfant qui dit que son enfant, et ça y est, il a terminé, il ne demande pas au système d'exploitation de supprimer le processus. Donc, on trouve le cas où P2 est déjà terminé, ou bien tué, mais il persiste encore dans la table des processus. Et même le système d'exploitation croit que le processus occupe encore la case mémoire. Et si ce cas est répété plusieurs fois, des milliers de fois, bien 10 millions de fois, on trouvera ici plusieurs cases qui sont remplies, mais par quelque chose qui est déjà mort. Oui, il mort, mais il existe. Mais il existe juste virtuellement. Et c'est ce qu'on appelle un processus zombie. Alors, il y a une question. Et si P3 qui bloque et qui est bloqué, vous dites, qui est bloqué, est-ce que P1 va intervenir ou bien P2? Non, c'est P2. Alors, si P3 qui est bloqué, c'est pas bloqué, c'est tué, on peut dire tué, alors il doit renvoyer un signal. Et c'est son parent qui doit informer le système d'exploitation. D'accord? Ok. Voilà, vous avez compris pourquoi le nom zombie. C'est ça. Allez-y, on continue, toujours. Alors, tout d'abord, pour voir la liste des processus sous Unix, on utilise la commande ps-ef. Et après, on va expliquer c'est quoi E, c'est quoi F. Hein? Alors, je vais voir maintenant la liste de mes processus. Pour cela, je reviens toujours vers mon utilisateur normal, user. Alors, ps-ef, tout d'abord, -e. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche l'ensemble des processus qui existent. Vous voyez? Alors, avec -f, qu'est-ce qu'on affiche? Juste les processus lancés, hein, lancés actuellement par l'utilisateur. Pas user, hein. Là je parle du user. Et avec l'option ps-ef, on peut voir le tout. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez remarquer si on monte vers le haut? On peut voir les libellés des colonnes. Ça, c'est user ID.
ça veut dire l'utilisateur qui a lancé le processus. Le process ID, et regardez, le premier s'appelle comment? C'est ça, c'est init splash. D'accord? Ça, c'est son parent. 0, 0, ça veut dire qu'il n'a pas de parent, c'est le premier. Si C signifie la priorité, alors ils sont tous la priorité 0. Start time. Et CMD, c'est la commande. Ça, c'est normalement les choses les plus intéressantes. Nous maintenant. Ok. Parfait. Voilà, on peut voir aussi une autre chose que le parent de ce processus-là, 4, c'est le 2. D'accord? Le parent de syslog, pardon, le parent de 680, c'est 1. C'est le processus 1. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord. S'il vous plaît, je ne vais pas entrer dans les détails dans ce chapitre-là parce que vous allez la voir en détail en S4. Ok. Maintenant, regardez. Avec PS, on peut, comme j'ai dit, on peut voir la liste des processus comme ça. Mais pour voir toute la liste des processus, on utilise EF, moins EF. Alors, revenons pour voir les détails. Alors, on a plusieurs colonnes, j'ai dit. Le C, c'est pour le facteur de priorité. L'heure de lancement du processus. TTY, c'est le nom du terminal depuis lequel le processus a été lancé. Ça veut dire, là, je lance ce terminal. Si vous lancez un autre terminal, hein, on change cette valeur-là. La valeur de TTY. Hein. Donc, mais ce n'est pas une chose vraiment intéressante. Alors, on continue. Voilà. Alors, pour avoir plus d'informations, utilisez le paramètre -f. Donc, c'est avec -f qu'on peut voir plus de colonnes. Le paramètre -e donne les informations sur tous les processus en cours du système. Dans tout le système. D'accord? Un moment, s'il vous plaît. Alors, le paramètre -u permet de préciser une liste d'un ou plusieurs utilisateurs séparés par virgule. Pourquoi? Juste pour voir les processus d'un seul utilisateur ou bien d'un ensemble d'utilisateurs. Et -p pour un processus précis. Alors, on pourra voir ça, par exemple. Clear. Alors, ps -ef -u, je mets user 1. Voilà, qu'est-ce qu'il a lancé? Pardon. Voilà, c'est ça, tout simplement. Hein, parce que c'est contradictoire de mettre E, F et U en même temps. Donc, user 1 n'a pas de processus. Mais quand je mets user, voilà, je peux voir que tous ces processus ont été lancés par user. D'accord? Ok. Alors maintenant, avec le paramètre -o, je peux afficher tout ce que je veux bien. Donc, je peux modifier l'affichage. Et je peux même choisir le format de l'affichage. Ça veut dire, avec PS -o,
Je peux écrire ici user, virgule, group, virgule, UID, GID, PID, PPID et la commande. Alors, pour mieux voir ça, j'utilise l'option PS-O, pardon, -O, et je tape user, c'est ça. Encore, c'est quoi? Encore, c'est le groupe. Oui, groupe, UID, groupe et commande. Seulement. J'affiche seulement ces trois. Voilà. Entrée. Voilà, on a affiché user, groupe et commande seulement. Si vous voulez afficher le tout, on peut mettre -O, OF. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? -F. Ok, c'est -E plutôt. C'est -E, c'est pas -F. Parce que c'est contradictoire encore. Avec -E, on pourra voir seulement l'utilisateur, le groupe de l'utilisateur et la commande lancée par l'utilisateur. Ensuite, il y a la commande kill. Hein, on lui donne le numéro de signal comme paramètre parfois, ou bien directement on met kill process ID. Donc on doit donner le process ID. On va voir ça tout de suite. Alors regardez ce que je vais faire. Alors je vais lancer par exemple un processus comme par exemple OpenOffice, enfin, LibreOffice. Hein. Ok, ça c'est un processus qui est lancé. Alors avec PS -EF, je dois chercher LibreOffice, où il se trouve. Voilà, c'est ça. Alors en fait, ici, il y a deux processus qui sont lancés pour LibreOffice. Alors je vais tuer un de ces processus. Par exemple, je prends celui-ci et je mets kill. Voilà. Qu'est-ce que vous allez remarquer? On n'a plus de LibreOffice. Donc on doit cliquer encore et l'ouvrir encore une fois. D'accord? Effacer les données de récupération et le relancer encore une fois. Voilà, c'est ça. Voilà, pour mieux voir les choses. Voilà, c'est ça le LibreOffice. On va remarquer comment il sera tué. Et derrière, comme vous remarquez, PSEF, je vois bien que c'est ça son process ID avec kill, numéro de processus, entrée, et voilà, il a disparu. Donc kill permet de tuer un processus d'une façon gentille. D'accord? Mais d'une manière brutale, il faut mettre kill -9. D'accord? Donc généralement, on utilise ces deux commandes, soit kill -9. Alors -9, on n'attend pas à ce que le processus informe son parent. D'accord? Ça, c'est un kill brutal, ce qui produit un processus zombie. Alors, on va voir aussi la commande PID off pour savoir
pour savoir le PID d'un processus à partir de son nom. D'accord? Regardez, il y a un processus qui s'appelle xclock. Xclock, voilà. Entrée, voilà. C'est l'heure. C'est ça xclock. Parfait. Regardez ce qu'on va faire. On a tout d'abord lancé, mais qu'est-ce que vous remarquez ici? On ne peut pas taper d'autres commandes, même si vous écrivez quelque chose. Normalement, ça marche pas, hein? Parce qu'il faut revenir au mode commande. Mais si vous arrêtez, là, vous pouvez revenir au mode commande. Il a essayé d'exécuter les AAA que je viens d'écrire tout à l'heure. Ok. Xclock, parfait. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on peut lancer PID off xclock. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'écrire une commande. C'est pour cela, je peux ouvrir un deuxième terminal. Ensuite, écrire PID off quoi xclock. Qu'est-ce qu'il a donné? 4873. Et donc, c'est ça le PID de ce processus. Maintenant, si vous voulez faire un kill, vous mettez 4873. Entrée, et voilà. Qu'est-ce que vous voyez ici? Compléter, et on revient vers le terminal. Ok? Parfait. Alors, ensuite, si vous voulez voir l'arbre d'exécution des processus, on utilise PS3, mais c'est pas vraiment intéressant. Et on passe rapidement vers la priorité. Alors, la priorité d'un processus varie entre la valeur moins 20 et la valeur 19. D'accord? Et ce qu'il fallait savoir est que plus la valeur tend vers moins 9, plus le processus est prioritaire. Ce n'est pas le contraire, hein? Normalement, logiquement, plus la valeur est élevée, plus le processus est prioritaire. Non, non, c'est le contraire maintenant. Plus la valeur est faible, plus le processus est prioritaire. Alors quand je dis prioritaire, ça veut dire si on a deux processus qui arrivent en même temps, qui va être exécuté en premier? Est-ce que le processus A ou bien le processus B? Donc, finalement, c'est le processus qui possède une valeur faible, c'est lui qui va être exécuté en premier. Donc, pour modifier la priorité, on utilise la commande nice. D'accord? Je répète. J'utilise la commande nice. Alors, je répète, nice permet de modifier la priorité. On va faire un exemple dans les TD pour mieux voir. Aussi, regardez cet exemple. PID of xclock, renice. Alors, il y a nice, il y a renice. La différence, c'est que avec renice, on peut modifier la priorité d'un programme qui est déjà en exécution. D'accord? Là, on a par exemple xclock. On peut ouvrir un deuxième terminal pour manipuler xclock. PID off xclock donne cette valeur. Je copie la valeur et j'utilise renice quoi? Hein? Moins. Par exemple, moins 5. Et je donne le PID. Qu'est-ce qu'elle a dit? Échec de configuration de priorité. Ah, j'ai pas de permission, donc je dois mettre sudo.
ce n'est pas ça le mot de passe. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Priorité précédente, 0. Nouvelle priorité, c'est moins 5. D'accord? Alors, je répète, si le processus est déjà en exécution, on utilise renice. Mais si le processus n'est pas exécuté ou bien il est bloqué, s'il est bloqué, on utilise nice. Alors, généralement, on va voir trois états d'un processus. Donc, au niveau de l'exécution. D'accord? Soit ce processus est exécuté en arrière-plan, soit il est exécuté en avant-plan, soit il est stoppé en arrière-plan. Par exemple, prenons cet exemple-là. Xclock qu'on a écrit a empêché l'écriture d'autres commandes ici. Donc on peut dire que notre processus Xclock est exécuté en premier plan. D'accord? Je répète, il est exécuté en premier plan. Je peux aussi l'exécuter en arrière-plan. Si je ferme, je peux mettre un end à la fin. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la montre s'exécute, bien le processus est exécuté, mais je peux taper encore d'autres, je peux ouvrir encore d'autres clocks. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Xclock est exécuté en arrière-plan. Voilà. Donc, ils sont exécutés en arrière-plan. Ou bien, je peux lancer en premier plan. Et aussi, j'ai des passages entre le premier plan, arrière-plan et l'état stoppé. D'accord. Et aussi l'état détruit. CTRL plus C. Donc, si vous avez un processus qui est lancé en avant-plan, avec le end commercial comme ça, on peut l'exécuter en arrière-plan. Si vous avez un processus en arrière-plan et vous voulez le mettre en premier plan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre FG, la commande FG pour, FG signifie foreground, pour le lancer en premier plan. D'accord? Si vous avez un processus en avant-plan et vous voulez le mettre en arrière-plan, en fait, il n'y a pas seulement le end. On peut mettre CTRL Z pour le stopper et ensuite vous mettez BG. D'accord, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je ferme et je ferme encore. Ok. Alors je vais lancer un processus Xclock par exemple. Maintenant il est lancé en premier plan. Pour le rendre en arrière-plan, vous avez remarqué qu'on a mis un end commercial comme ça, mais normalement ça marche pas. Parce qu'il faut la mettre au moment de l'exécution de départ. Alors pour rendre ce programme, bien sûr, ce processus en arrière-plan, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait exécuter. Il fallait l'exécuter comme ça. C'est-à-dire mettre CTRL Z. Hein, CTRL Z au clavier. Voilà. CTRL Z au clavier va permettre d'arrêter le processus. Alors quand le processus est arrêté, regardez, la montre va rester toujours. Bon, l'aiguille ne bouge pas. D'accord? L'aiguille, vous allez remarquer qu'il ne va pas bouger. Donc notre processus est maintenant bloqué. Donc selon le cours, avec CTRL Z
on rend le processus bloqué. Et pour le rendre exécuté en background, en arrière-plan, on utilise la commande BG. D'accord? Alors, ensuite, je reviens pour le rendre. Bon, c'est foreground, c'est ça? FG. Voilà. Qu'est-ce qu'on va remarquer maintenant? Elle est devenue en premier plan. Vous avez remarqué que maintenant, la montre est bien réglée. Ensuite, si vous voulez l'arrêter, il faut juste taper CTRL-C. Comme le montre hein, le schéma. CTRL-C, ça veut dire détruire. Maintenant, notre programme est en foreground, ça veut dire qu'il a revenu vers foreground. Je vais le mettre en background par CTRL-Z. Ah, c'est pas en background, c'est arrêté. Arrêté par CTRL-Z. Et après, BG, avec BG, on le met en avec end. Ici, ça veut dire on le met en background. Et pour le remettre en foreground, on utilise quoi? Comme vous remarquez, foreground. Ok. Alors c'est comme ça, on peut jouer un petit peu avec les états d'un processus. Voilà. C'est le même exemple qu'on vient de faire tout à l'heure. Et il nous reste finalement la commande jobs. Alors jobs, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de voir les processus qui sont lancés maintenant. Et regardez cet exemple. Alors on a lancé la commande jobs. On a vu qu'on a un xclock qui est arrêté, un deuxième xclock qui est arrêté, un xclock qui est exécuté en arrière-plan, ici, il est exécuté en arrière-plan, et un autre xclock qui est arrêté. Alors en fait, on a lancé 4 xclocks, hein, et on a vu leurs états. Parfait. Alors maintenant, si vous lancez BG2, c'est le deuxième qui va être lancé. D'accord? Et si vous tapez encore une fois jobs, vous allez voir 2 et 3 qui sont en cours d'exécution. D'accord, je vais tester cette méthode-là. Alors, CTRL-C pour terminer. Et je vais lancer xclock encore une fois. Voilà. Alors, j'arrête par CTRL-Z. Je lance un deuxième xclock. Et j'arrête par CTRL-Z encore une fois. Xclock. Et j'arrête par CTRL-Z. Et finalement, xclock. Et j'arrête par CTRL-Z. Alors, j'ai maintenant 4 processus qui sont arrêtés. Alors, avec jobs, vous pouvez les voir. Maintenant, pour démarrer le 2 en arrière-plan, qu'est-ce qu'il faut écrire? Voilà, on écrit background 2 ou bien foreground 2. Alors, je mets background 2 et voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, le 2, c'est ça. Il est bien lancé. Si vous mettez, bien, vous appelez jobs, vous allez voir que le 2 est en cours d'exécution. Encore, vous pouvez lancer le 4. Et avec job, vous voyez que le 2 et le 4 sont tous les deux en cours d'exécution. Et c'est bien, vous pouvez remarquer la différence entre l'heure du deuxième et le quatrième, et le premier et le troisième. Ça, c'est bien réglé, et ça, c'est arrêté. Alors, je vais encore background 1, et vous allez voir, remarquer l'aiguille de xclock 1. Voilà.
elle bouge. D'accord? D'accord, parfait. Voilà, ça c'est la fin de ce chapitre. Et après, on va commencer le 6e chapitre qui concerne la redirection des commandes sous Linux. Donc, on va le faire dans la séance prochaine. Merci.